Merci Antonin. Bon, alors du coup, je vais essayer de... Je vais arrêter de dire du coup. Je vais passer après ces trois messieurs. Et juste avant Margot Bonopéra, je vais tenter de faire une synthèse de ce que nous sommes en train de faire dans le séminaire. Simplement, ça fera acte de jalon et puis essayer de montrer à peu près où on en est et essayer de poser un certain nombre d'énoncés. Ce sur quoi nous travaillons depuis au moins 3 ans maintenant, c'est ce que je nomme de manière générale la question d'une conditionnalité de l'image. En gros, c'est à quelles conditions peut-on encore faire une image? Avec cette question vraiment du encore, au sens étymologique d'un ici et maintenant. Comment peut-on encore, peut-on ici et maintenant faire une image? Et que cette question, elle suppose deux interrogations qui lui sont corollaires. La première, c'est en quoi produire une image suppose un bouleversement de nos conditions d'existence. Alors ça, c'est une question qui est relativement posée depuis très longtemps, qui n'est pas très nouvelle, mais on continue de se poser quand même cette question. Et la seconde, qui était en quoi produire une image, suppose un bouleversement de ce que moi je nomme les conditions de résistance du monde. Produire une image, on en a parlé, Francesco en a parlé sur la question du prélèvement, ça produit un impact sur le monde et ça produit donc une condition, ça bouleverse les conditions de résistance du monde. Donc voilà, c'est ces deux choses qui nous intéressent depuis le début, c'est-à-dire nos conditions d'existence et les conditions de résistance du monde. Et pour tout ça, on a beaucoup travaillé sur le concept de prise. Ça fait 3 ans qu'on réfléchit à la question de la prise, c'est-à-dire le prélèvement. Et la prise au sens même de l'expression française qu'on utilise, c'est-à-dire prendre une photo et la question d'une prise photographique. Cette prise, ou cette saisie, elle suppose, à mon sens, une transformation de 4 niveaux. C'est-à-dire elle transforme le monde à la fois en matière, à la fois en bien, à la fois en image, à la fois en données. Alors ça, on a travaillé depuis quelques temps sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie la donnée et quelles sont les conséquences autour de ça. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Alors Francesco en a parlé tout à l'heure. La grande idée qu'on avait lancée l'an dernier, c'était d'essayer de travailler sur le concept d'une sunéidesis. Alors cette sunéidesis, je l'emprunte à Paul dans la première épître aux Corinthiens, au point 10-25. Sunéidesis, c'est relativement simple. Eidesine en grec, c'est une conscience, mais une conscience comme image. C'est pas une conscience comme mémoire, on y reviendra tout à l'heure, c'est une conscience comme mémoire. Et que dans le point 10-25, pour une raison particulière sur la consommation de la viande, Paul préconise que nous n'avons pas besoin de cette conscience. Nous pouvons être meiden sunéidesis, c'est-à-dire sans cette conscience particulière. Nous, on s'est vraiment posé cette question de savoir qu'est-ce que ça nécessitait, cette conscience, qu'est-ce que ça imposait sur ce que nous avons nommé une conscience de l'état restant du monde. À chaque fois qu'on opère une prise, à chaque fois que l'on prend quelque chose, on transforme le monde. Et la question est de savoir, vraiment au sens propre de l'expérience photographique, quand on fait une photographie, ce qu'on voit de la photographie, c'est ce qui a été pris. Or, depuis la photographie, on ne voit pas obligatoirement l'état du monde restant une fois que la chose a été prise. Et que la question centrale, elle était là. C'est-à-dire que par-delà la question de faire des images, il y a une hantise fondamentale qui est là, qui est dans quel état est le monde après avoir pris. C'est ça qu'on a nommé cette sunéidesis, c'est ça qu'on a nommé cette conscience qui était la possibilité que quelque chose qu'on puisse interpréter ça. Et comme le disait aussi Francesco tout à l'heure, on a essayé de déterminer et de penser que tout prélèvement, toute prise, suppose la création de ce que moi j'appelle un trou, c'est-à-dire ça fait un trou dans le monde, et que de l'autre côté, ça produit des tas, puisqu'on a transformé les choses, soit en matière, soit en bien, soit en données, soit en images, etc. Il faut les mettre ailleurs, il faut en faire des stocks, il faut en faire un fonds, cette fois-ci FONDS, c'est-à-dire il faut le déposer quelque part et il faut trouver un espace pour ça. Et donc le monde que nous connaissons, le monde où nous sommes, est un monde qui est à la fois rempli de trous. Mais alors si je reprends ce que vient de dire Raphaël, c'est que le monde, si le monde, l'expérience du monde comme métaphore, c'est cette voile, et bien effectivement, la voile est trouée, il y a des trous absolument partout, mais il y a aussi des clous absolument partout, c'est-à-dire il y a des tas de trucs un peu partout. Que faire de cet espace qui est ce monde dans lequel nous sommes, puisqu'il serait rempli de tas et de trous? Alors, ça, c'est le liminaire. À partir de ça, je vais essayer de proposer quatre hypothèses. 4 hypothèses de travail, et puis voilà, pour montrer à peu près où on en est, où j'en suis de cette question-là.
La première hypothèse, c'est de considérer que la création, la réalisation au sens propre de ces trous, de ces prélèvements, eh ben, ça génère une violence. Ça génère une violence fondamentale sur le monde, c'est-à-dire sur le monde dans lequel on prélève cette chose, et sur les êtres qui habitent ce monde. Okay, et que c'est cette violence, et à partir de cette violence, que je vais essayer de proposer une idée de la question de la hantise. Alors la première chose, c'est que je rappelle qu'on pense la question du monde, ou on pourrait penser la question du monde, comme l'espace à partir duquel, ou depuis lequel, ou dans lequel nous nous déployons entre deux espaces, qui est l'espace de ce qu'on appelle le réel, ce que je n'ai pas produit, ce que je n'ai pas réalisé, et ce qu'on appelle la réalité, qui cette fois-ci est l'espace qui a été produit par nous et que nous avons réalisé. Okay, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui serait une définition de la violence. Alors la violence, ça fait un moment que je commence à me réintéresser à cette question-là, et que la violence, en fait, c'est assez simple. La violence est un problème de dépassement de ce que les latins appellent la vis, UIS ou VIS, comme on veut, qui est simplement la question de la puissance. Et que c'est simplement qu'à un moment, il y a un dépassement de l'usage de la puissance, et que ça devient violence parce que ce dépassement n'est pas accepté, ou n'est pas demandé, ou n'est pas reçu, ou n'est pas simplement impliqué de manière commune ou collective pour que ce dépassement puisse avoir lieu. Et c'est ça qui génère une violence, et c'est ça qui génère une violation sur l'espace, sur le monde. De cette sorte, dans le dépassement de la puissance, ça produit soit un dépassement, je prends un élément du monde et je le déplace, soit un arrachement, je le prélève et je l'utilise, soit une transformation, et que soit ce déplacement, soit cet arrachement, soit cette transformation n'ont pas été réciproquement acceptés. Voilà. Il y a juste eu un fait qui a été passé simplement par un moment, le fait que j'ai accepté pour moi seul le dépassement de cette puissance. Et en ce sens, alors ça, je le reprends, c'est un terme que j'utilise parce que c'est le sens qui est utilisé en latin, sur le mot violentia en latin. La violence, c'est ce qui porte atteinte. On a porté atteinte à quelque chose, et quand on porte atteinte à quelque chose, dit le latin, eh ben, on produit un dommage. Il y a quelque chose qui est abîmé, il y a quelque chose qui est endommagé. Et que cet endommagement, il produit à la fois Raphaël, tu en parlais sur la question du traumatisme tout à l'heure, ça produit évidemment une mémoire, ça produit une trace, et ça produit évidemment les formes de la hantise. Alors, à partir de ça, on a beaucoup retravaillé sur un des séminaires qui ne cesse de me hanter, mais au bon sens du terme, qui est le séminaire qui a été donné le 6 septembre 1969 au Thor par Heidegger, où Heidegger émet l'hypothèse assez belle que la naissance de la philosophie en Occident proviendrait d'un problème de surmesure. Voilà, c'est ce qu'on appelle la philosophie au sens propre, que moi j'interprète comme un problème de soin porté sur le monde, comme relation portée au monde, puis on proviendrait d'une surabondance. La question, c'est une surabondance de quoi ? Alors, Heidegger en donne une seule réponse, moi j'en propose trois aujourd'hui. La première forme de surabondance, c'est celle que propose Heidegger. Alors moi je le donne dans la traduction française qui est acceptée, qui est que c'est la surabondance ou la surmesure. Francesco t'a donné le mot tout à l'heure, qui est le mot Übermaß en allemand, de ce qu'il appelle l'entrée en présence du présent. Okay, alors ça porte un nom, hein, les Grecs appellent ça le phénoménon. Nous, on appelle ça encore le phénomène, c'est-à-dire il y a quelque chose qui, dans le présent, entre en présence. Et Heidegger dit que cette préoccupation particulière à ça, ce serait le début de la philosophie pour la pensée occidentale et la question des Grecs. Et que finalement, la philosophie, c'est une inquiétude sur cette entrée en présence dans le présent. Alors pourquoi ? Pour une raison qui est très simple, c'est que la somme de ce qui entre en présence dans le présent est très largement supérieure à ce que mon être peut recevoir. Donc, ça produit évidemment un choc, puisqu'à partir de ça, soit il y a du manque, soit il y a l'expérience traumatique, soit il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je sais qu'il y a démesurément plus d'éléments qui se passent, d'éléments qui entrent en présence par rapport à ce que je peux recevoir. Alors, la réponse des Grecs a été assez simple, elle a été assez remarquable, on continue de l'utiliser aujourd'hui. La réponse des Grecs, c'est la techné, c'est-à-dire c'est un partage et savoir-faire. Chacun va partager un savoir-faire pour capter le reste du monde et puis transmettre. Donc on en produit des tas à partir de ce moment-là, parce qu'on fabrique de la donnée. Et puis on va partager ce qui a été fait pour éviter d'avoir perdu en fait
une partie de cette entrée en présence du présent. Donc ça, c'est la première chose, et ce qui aurait occupé, pour Heidegger, une bonne partie de la philosophie occidentale, cette expérience d'une surmesure de l'entrée en présence du présent. À ça, moi, je vais rajouter une deuxième surabondance, qui est celle de l'entrée en présence du passé, évidemment, sous la forme de ce qui est laissé après le prélèvement, d'accord ? Donc, ce qu'on a nommé tout à l'heure comme étant dans la possibilité, si on en a conscience, la sunaïdesis. Et ça, c'est ce que je nomme la pensée moderne. La pensée moderne commence à partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait qu'il y a une entrée en présence du passé qui vient réclamer quelque chose qui a été fait après le prélèvement et qui peut ouvrir jusqu'à ce qu'on appelle une conscience malheureuse. Et puis enfin, il y aurait une troisième forme de surabondance qui serait celle de l'entrée en présence, évidemment, d'un proche ou d'une proximité. Alors, je ne dis pas encore exactement un futur, mais en tout cas d'un truc qui devrait nous arriver, qui ne nous arrive pas encore, mais qui devrait nous arriver, et qui, évidemment, nous inquiète et nous préoccupe. Et c'est ça qui fonderait la pensée contemporaine. Donc ça veut dire trois inquiétudes, et que ces trois inquiétudes, si je suis la pensée d'Heidegger, trois inquiétudes qui fonderaient la philosophie, qui serait celle de ce qui advient, celle de l'état de ce qui est après ce qui advient, et la troisième, ce qui pourrait advenir à partir de ce qui est. Donc il y aurait trois expériences de surabondance d'une entrée, à la fois depuis le présent, depuis le passé et depuis le futur. Ça, c'est pour ma première hypothèse. Okay. J'ai une deuxième hypothèse qui est que on aurait donc l'idée de la naissance de la philosophie. La philosophie, ça aurait été s'intéresser fondamentalement à l'entrée en présence du présent. Okay. Or, mon hypothèse, que je ne suis pas la seule à la penser, mon hypothèse, c'est que la philosophie a prétendu faire ce taf, mais qu'en fait, la philosophie ne l'a pas faite. Parce qu'elle a fait autre chose. En fait, la philosophie a essayé de penser, ou elle l'a fait d'elle-même, ou elle a été obligée, mais en tout cas de penser l'entrée en présence, pas obligatoirement du présent, mais d'autres choses et sur des plans métaphysiques. Mais en tout cas, elle n'a pas obligatoirement fait le travail. Et qu'elle n'a pas fait le travail aussi pour une raison qui est très simple, c'est que la philosophie s'est intéressée pendant près de 25 siècles à déterminer en fait les conditions, l'être et l'interprétation de l'être, plutôt que cette question de l'entrée en présence du présent. Et qu'à partir de ça, ce qui est donc serait le tournant de la philosophie, ou ce qui serait l'intérêt d'une philosophie contemporaine, c'est que si vraiment on veut s'intéresser à l'entrée en présence de du présent, à l'entrée en présence du présent, il faudrait s'intéresser à deux choses qui seraient le tournant de la pensée, c'est-à-dire revenir au liminaire de la pensée de Marx, et donc s'intéresser cette fois-ci à l'agir, porte le nom de praxis chez Marx. Donc plutôt que s'intéresser à l'être, plutôt intéressons-nous à notre capacité à transformer le monde. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra peut-être un peu mieux faire face à cette entrée en présence du présent. Et puis la deuxième chose, c'est s'intéresser à l'héritage de Martin Heidegger dans cette question d'un Dasein, c'est-à-dire d'un être là. On en a beaucoup parlé tout à l'heure avec l'intervention de Marc sur cette question de l'espace, c'est-à-dire quel est l'espace. Pour que quelque chose entre en présence, il faut bien qu'il y ait un espace. S'il n'y a pas d'espace, rien n'entre en présence. Donc, voilà. Ça, c'est en partie ma deuxième hypothèse, qui serait cette idée qu'il y a un échec, qui constitue l'échec de la métaphysique et l'échec de la philosophie, parce que la philosophie aurait dit dès le départ s'inquiéter de cette question d'une entrée en présence du présent, mais qu'elle n'a pas fait, parce que du coup, elle a préféré faire de l'ontologie plutôt que faire de la phénoménologie au sens propre, et que finalement, ce qui serait le grand tournant de la pensée contemporaine ou moderne, ce serait de se réintéresser à cette question, mais pour ça, il faudrait passer par la question de l'agir et par la question de l'interprétation de l'espace. C'est quoi cet espace ? Et à partir duquel l'être peut avoir lieu. Alors, vous savez qu'en philo contemporaine, aujourd'hui, on utilise un mot pour ça, on parle d'un... On essaye de déplacer cette question pour ne pas obligatoirement parler de l'être, mais parler de l'être, mais cette fois-ci qu'on écrit AI circonflexe TRE, qui vient du mot grec atrium, et du mot latin, atrium, et du mot grec atrios. L'être AI circonflexe TRE, c'est l'espace qui doit être laissé libre devant quelque chose. Sans cet espace laissé libre, il n'y a pas possibilité de conditions d'existence. Troisième hypothèse, je vous rassure, il n'y en a que 4. Donc on va pas, je vous assure, il n'y en a pas 25. Donc on va pas. Troisième hypothèse, c'est donc de rajouter à ce premier échec de la philosophie, d'en rajouter un autre, et de se dire que la philosophie n'a pas non plus considérablement travaillé sur ces autres entrées en présence, c'est-à-dire non plus que du présent, mais du passé, et encore moins de la question du futur. Mais en tout cas, dans un premier temps, il y a cette question de l'entrée en présence du passé, et qu'on a nommée comme étant une suneidesis. La possibilité d'une suneidesis, c'est-à-dire une conscience de ces trous et de ces prélèvements.
Ce qui veut dire donc, à partir de ce moment-là, que nous serions à la fois hantés par ce que nous avons troué, perforé, déplacé, détruit, ça nous entrait en premier niveau comme premier espace de hantise, mais que, encore en plus, nous serions hantés d'une sorte de réclamation, alors pas tous, hein, à la condition qu'on ait cette idée d'une suneilesis, mais une sorte de réclamation à corriger ce que nous avons fait, corriger ce qui a été perforé, troué, etc. Alors qu'on peut retrouver chez beaucoup, mais entre autres, c'est une des grandes questions de la lecture chez Walter Benjamin de cette question-là. Et qu'enfin, il y en aurait une troisième forme de hantise, qui serait la hantise. Alors ça, je remercie du coup évidemment Raphaël d'avoir apporté cette question-là, mais la hantise d'une conscience, d'une interprétation que, en plus de ça, la pensée, la nôtre, la pensée occidentale et la pensée mondiale, nous a appris depuis le début à absolument pouvoir être totalement ininquiétés de ça. C'est ce que tu as dit sur la question du messianisme, hein, c'est précisément un point qui est dans la première épître aux Corinthiens, où il est écrit que nous devrions être amérimnus, c'est-à-dire liés à une amérimna, c'est-à-dire cette fois-ci une non-conscience de ce qui a eu lieu, mais cette fois-ci sous forme de mémoire. Okay, dans la suneilesis, c'est sous une forme d'une image. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de l'image restante du monde. Et dans la mérimna, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la mémoire de ce qui a été fait. Okay, alors précisément pour tout ce qu'a expliqué Raphaël, la condition, c'est que quand on sort d'un dispositif messianique ou d'un dispositif de croyance lié à une théologie, qu'est-ce que je fais de cette amérimna? Donc, trois hantises au sens propre. Nous sommes hantés de ce que nous avons fait dans le passé, nous sommes hantés d'une réclamation de ce que nous avons fait dans le passé, et nous sommes hantés, évidemment, de n'avoir pas conscience de ça, c'est-à-dire de ne pas nous inquiéter de cette question-là. Et c'est ça, cette question de cette surabondance, de ce que moi je nomme un passé suneilétique, c'est-à-dire de ces trois formes de hantise, et de prendre conscience de ça. Et que cette hantise, elle est très complexe. Et donc, évidemment, toujours dans ma troisième hypothèse, donc il faudrait que la philosophie donc, s'intéresse à cette hantise venant du passé, c'est-à-dire cette entrée en présence du passé, mais il faudrait qu'elle s'intéresse aussi à une interprétation d'une entrée en présence du futur. Alors pour ça, il y a un terme qui a été inventé, ou du devenir plus exactement, il y a un terme qui a été inventé qu'on doit à Derrida, dont on a déjà parlé depuis le début, qui est ce terme d'anthologie, dont je vais y revenir dans quelques secondes, et qui supposerait évidemment une autre grande forme de hantise, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement hantés depuis le passé, mais que nous sommes aussi fondamentalement hantés depuis le futur, parce que tout ce qui provient de cette première hantise, à la fois de ce qui a été fait, de ce qui est réclamé depuis ce qui a été fait et de notre ininquiétude, se projette évidemment, alors soit si on est dans le messianisme parce que la voile est repliée, mais aussi simplement par projection, parce que du coup ça a une répercussion sur le futur, et que le futur nous envoie des signes, d'où cette question très centrale de cette idée d'une sismographie ou cette idée d'un veilleur, c'est-à-dire cette manière que nous aurions à essayer de tenter de lire des indices depuis ce qui est pour pouvoir interpréter la possibilité d'un futur, ou en tout cas de faire avec les fantômes qui viennent du futur. Et si je reprends ce que disait Francesco, d'être capable d'avoir une hospitalité suffisamment grande pour pouvoir les accueillir. Quatrième hypothèse, la question de l'anthologie, cette fois-ci, ou l'anthologie inversée, si je reprends les termes de Francesco. Donc on sait que, je le dis puisque personne ne l'a dit jusqu'à présent, donc, on sait que la formule, elle est complexe, mais qu'elle vient d'une formule publiée en 1848, qui est le moment où Marx et Engels publient le manifeste du Parti communiste, et la première phrase du manifeste dit la chose suivante: un spectre hante l'Europe, virgule, le spectre du communisme. Okay, 2 fois le mot spectre est écrit par Marx. Ce qui veut dire qu'en 1948, c'est une hantise d'une entrée en présence d'un devenir, okay, c'est-à-dire le devenir possible du communisme. On sait aussi qu'en 1993, Derrida écrit et publie un livre qui s'appelle « Spectre au pluriel de Marx ». Et le pluriel est extrêmement important, parce que là, en fait, il s'agit de 2 choses. Il s'agit à la fois d'être hanté d'une entrée en présence du passé, c'est-à-dire l'échec politique du communisme, entre 1848 et 1993, et évidemment hanté d'une entrée en présence du devenir, c'est-à-dire encore la possibilité que le communisme puisse avoir lieu. Puisqu'en fait, il n'a pas eu lieu comme il pouvait être attendu en 1948, et ce qui a eu lieu entre-temps, c'est autre chose. Okay. Donc on continuerait d'être entré entre ces 2 choses et d'être étriqué entre ces 2 éléments.
Ce qui signifie que Marx a ouvert la possibilité que les spectres ne proviennent pas exclusivement du passé, mais tout autant du futur. Et pour cela, il invente le terme de hantologie, H-A-N-T-O-L-O-G-I-E, qui est composé du terme hantise et du terme ontologie. Alors, si on essaye de le poser aujourd'hui de manière assez simple, je dirais que l'ontologie, telle qu'on pourrait le penser aujourd'hui pour essayer de comprendre l'ontologie, l'ontologie est un mode d'interprétation de ce qui est, okay, c'est-à-dire de répondre à la première question centrale des philosophes grecs, c'est-à-dire l'entrée en présence du présent. Donc tenter d'interpréter ce qui est, mais sauf que l'ontologie le fait d'une manière très étrange, c'est qu'elle interprète ce qui est à partir de ce qui a été saisi comme avoir été, okay, c'est-à-dire du passé. C'est étrange, hein, c'est un paradoxe assez étrange, mais finalement c'est le paradoxe de la philosophie. Et à partir de ça, elle essaye de comprendre ou de proposer une compréhension des propriétés de ce qui a été saisi, et à partir de ça, de classer ça sous des terminologies. Donc c'est ça, l'ontologie, ce serait un mode d'interprétation de ce qui est à partir de ce qui a été. Quant à la hantise est une affaire, au fond, fondamentalement d'occupation. Francesco l'a rappelé, ça vient de l'ancien scandinave Heimta, H-E-I-M-T-A, qui signifie quelque chose d'une conduction à la maison. C'est-à-dire, en fait, on amène quelque chose à la maison. Heimta, c'est faire rentrer autre chose chez soi. Donc, faire de la cohabitation au sens propre. Et la hantise, c'est donc faire cohabiter des éléments au sens propre qui occupent l'espace, mais qui ne l'occupent pas de la même manière. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres tels que nous sommes, nous pouvons habiter les espaces. Il y a juste des modes d'existence qui sont différents, mais nous sommes des êtres, nous avons les mêmes manières de le faire. Sauf que là, dans la hantise, c'est différent. Parce que ce qui habite l'espace dans la hantise, c'est ce qu'on appelle des spectres. Alors, Jean-Baptiste nous l'a très bien montré avec la citation de Leloyer. Et que le spectre, en fait, est un problème étrange, parce que le spectre, c'est quelque chose qui a une apparence, mais qui n'a pas de teneur matérielle. Okay, mais que dans cette apparence, sans avoir de teneur matérielle, ce qui fait spectre, c'est qu'il a la nécessité de se maintenir dans les régimes de la visibilité. C'est ça qui fait spectre. C'est cette réclamation à se maintenir dans le visible, alors que ça aurait pu disparaître. Ça aurait pu être absorbé. On aurait pu, soit comme Mauro nous l'a montré, on aurait pu l'oublier. Alors la question, c'est qu'est-ce qui va générer cet oubli? Soit c'est un oubli volontaire, soit il est politique, etc. Mais voilà. Là, non. Ce qui fait spectre, c'est de se maintenir, dans la visibilité et dans les régimes de la visibilité. Ce qui fait spectre, même au sens propre, c'est non seulement se maintenir dans les régimes de la visibilité, mais c'est surtout absolument réclamer cette visibilité. Et c'est ça qui fait la spectralité. L'ontologie, au sens d'Héridienne, et celle au sens où aujourd'hui on l'utilise près de 30 ans plus tard, l'ontologie est donc très simplement un mode d'élucidation de nos hantises, soit depuis le passé, soit depuis le futur. Il y aurait donc au sens propre deux ontologies, l'une qui tenterait une élucidation de ce qui entre en présence depuis le passé, c'est-à-dire une hantise de la brutalité de tout prélèvement et de la brutalité de toute absence de conscience. Et puis on en aurait une autre, l'autre, qui tenterait une élucidation de ce qui entre en présence depuis le futur, c'est-à-dire la brutalité à venir de toutes des mesures et l'impossibilité de la pensée. Or, et mon problème majeur, il est là, c'est que la conclusion de cette dernière hypothèse, c'est que ces modes d'élucidation ne sont pas encore ouverts. On n'a pas encore tenté le travail d'élucider cette question de la hantise. À mon sens, on n'a toujours pas élucidé la question de l'entrée en présence, donc on est encore bien plus loin d'être face à cette possibilité d'élucidation. Nous vivons donc avec un nombre considérable de spectres qui hantent à la fois les espaces qui nous entourent, mais qui hantent aussi ce que nous sommes. Ils hantent, c'est-à-dire qu'ils demeurent dans l'attente d'une élucidation, ou dans l'attente d'une réparation, ou dans l'attente d'une justice. Okay, c'est ça qui fait qu'ils se maintiennent sous la forme de fantômes. Et que puisque nous n'élucidons pas, puisque nous ne réparons pas, et puisque nous ne rendons pas justice, l'espace qui nous serait nécessaire pour advenir, c'est-à-dire pour exister, eh bien, il vient à manquer, parce qu'en fait, il est maximalement occupé par les spectres. D'une manière même plus générale, cet espace dans lequel nous devrions exister est à la fois rempli de trous, c'est-à-dire qui réduit l'espace où nous vivons, et à la fois rempli de spectres qui, là aussi, réduit la possibilité que nous puissions vivre. Ce qui veut dire que j'ai tenté trois hypothèses.
La première hypothèse, c'est que j'ai tenté de dire en fait que le prélèvement génère de la violence. Okay, c'est-à-dire le prélèvement et la transformation du monde en données, ça génère de la violence. Et que c'est depuis cette violence que la hantise apparaît. La deuxième hypothèse, c'est que j'ai essayé de le dire qu'on a échoué à ça, puisque c'est ce qui constitue l'échec de la philosophie, l'achèvement de la métaphysique. Troisième hypothèse, c'est qu'il y aurait donc un passé sunéilétique et un futur ontologique, okay, et que nous n'avons pas élucidé ni l'un ni l'autre. Et que la quatrième hypothèse, c'est juste cette question que de ce défaut d'élucidation qui ouvre en fait à un stade maximal de la hantise. Alors, à partir de ces quatre hypothèses, je vous propose deux conclusions rapides. Une conclusion un peu plus étoffée, et une dernière qui, elle, ne le sera pas du tout parce que c'est juste une question et que j'en suis vraiment à l'élaboration de la question et pas plus. Ce que j'essaye de faire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer effectivement de penser les origines de cette hantise, okay, dans le processus de prélèvement. C'est depuis le prélèvement que la hantise provient. On avait travaillé il y a 2 ans sur un autre régime d'élucidation qui était de dire en fait que le prélèvement, les Grecs avaient un mot pour ça, qu'on a occulté parce qu'on l'a déplacé vers autre chose et que moi j'essaye de reprendre cette question. C'est que pour parler du prélèvement, les Grecs parlaient du logos. Okay, le logos, on l'interprète comme un processus d'arraisonnement, comme un processus d'interprétation. Or, au fond, le logos, étymologiquement, c'est un processus de prélèvement. Okay, c'est de la sélection, et c'est une manière de cueillir des éléments sur le réel. Okay, et que finalement, la manière avec laquelle on a construit notre monde est un monde du prélèvement et de l'affirmation absolue de la question du prélèvement. Et que nous ne sommes pas en mesure de comprendre en fait cette question d'une métaphysique du prélèvement. Et à quelles conditions ça se fait, et qu'est-ce que ça suppose sur nous. Donc, ce que j'essaie de proposer en fait aujourd'hui, c'est de tenter de commencer à élucider ce prélèvement, c'est-à-dire élucider autrement cette question du logos. Et moi, j'essaie de le nommer, dans les théories que je construis en ce moment, j'essaie de le nommer sur ce que j'appelle le caractère de la donation. C'est-à-dire le caractère de la donation, c'est ce qui fait passer le monde en tant que monde à de la donnée. Okay. Ce qu'on appelle de la donnée au pluriel, ce qu'on appelle en anglais de la data. Okay. Et qu'il y a quelque chose d'une violence très forte de ce côté-là. Et que la première phase d'élucidation est de considérer que produire de la donnée est une violence, et qu'en tant que violence, elle produit des spectres. Et à partir de ça, qu'elle produit donc une hantise. Et qu'au fond, tant qu'on n'a pas réglé cette question du prélèvement, tant qu'on n'a pas réglé le fait de savoir pourquoi, non pas pourquoi on prélève, c'est-à-dire que la condition de notre existence est de prélever, mais tant qu'on n'a pas élucidé nos modes de prélèvement, nous ne pourrons jamais élucider nos modes de la hantise et nos expériences de la hantise. Voilà, ça c'est peut-être la conclusion la plus forte que je pourrais te proposer, en tout cas aujourd'hui. L'une des tâches de la donation, donc, est de rendre visible le monde comme représentation. Vous en faites des images, vous en faites des données, des résultats, des calculs, des formes, des schémas, etc. Vous en faites des théorèmes, si vous voulez, au sens grec. Or, ici encore, nous sommes face à 3 surabondances. Le monde qui se rend présent, sa transformation en visibilité et la réclamation des spectres à demeurer dans le visible. Et donc faire face à ces 3 espaces majeurs de surabondance. Le monde, l'image du monde et l'image spectrale. Donc ça, c'était ma première conclusion. Et ma dernière conclusion, ma seconde conclusion, qui est beaucoup plus courte, qui porte donc sur la question du titre de ma conférence, parce que j'ai donné un titre de conférence et je ne l'ai jamais prononcé, le titre, qui était « Est-ce que nous sommes en mesure de rendre visible sans hantise ?» Et que la question, en fait, elle est là. Toute ma question centrale, la deuxième question, elle est là. C'est-à-dire de comprendre que c'est dans le logos, c'est dans le prélèvement qu'on génère une hantise, à partir du moment où ça produit des visibilités et que depuis cette production des visibilités, il y a une réclamation et il y a une hantise. Est-ce que nous sommes en mesure de produire du visible sans que cela génère de la hantise ? Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question aujourd'hui. La seule manière avec laquelle je pourrais y répondre, c'est la manière avec laquelle Francesco l'a faite et la question que Jean-Baptiste a posée à Francesco tout à l'heure, c'est peut-être de le proposer sous une lecture qui serait la relecture du terme grec de poiesis. C'est-à-dire que ce serait peut-être depuis la poétique au sens large, c'est-à-dire déjà depuis l'expérience de l'œuvre, que quelque chose pourrait avoir lieu de cet ordre-là, qui ferait face à la possibilité d'un rendre visible sans hantise. Encore que je n'en sais rien. Alors l'autre solution serait de considérer que nous sommes
nous sommes habités de cette hantise et qu'elle fait partie de nos conditions d'existence. C'est un autre point à élucider, je ne le sais pas encore. En tout cas, voilà, ma question centrale aujourd'hui au point de ce colloque, c'est vraiment de se poser ça, de s'interroger sur ça. Est-ce qu'il est possible de rendre visible, de fabriquer des visibilités, de visibiliser le monde et comme question politique, elle est fondamentale, parce que c'est très important de le penser. Est-ce qu'on est capable de le faire sans que ça génère de hantise? Aujourd'hui, non. Je m'interroge juste sur la possibilité d'un demain, en tout cas, ou d'un devenir. Est-ce que nous sommes en mesure de le faire? Et si nous ne sommes pas en mesure de le faire, est-ce que nous sommes en mesure de tenter d'élucider cette expérience de la hantise et de notre devenir spectral? Voilà. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment très riche, très dense. C'est seulement une réaction très, très immédiate. Alors, la question de la prise que vous avez traduit comme saisie. Le prélèvement, la prise, la saisie. Ça m'a fait revenir l'étymologie du mot concept en allemand. Donc, le concept, c'est le Begriff, et le Begriff vient du Greifen, et c'est exactement le geste de saisir, qui est un geste qui suppose une frontalité sujet-objet, la violence, tout ce que vous venez de dire. Et donc, ça me trouve complètement dans la même longueur. Par contre, la question est, qu'est-ce que élucider pour vous? Parce que j'avais un peu... L'élucidation me rappelle encore l'idée d'une opposition lumière-ombre. Et si on retombe là-dedans, on est encore dans le Greifen, dans la violence, etc. Voilà. C'est une très belle question, Mauro, parce que je suis un peu hanté par ça, parce que la question, c'est que soit j'utilisais le mot comprendre, mais le problème, le mot comprendre, c'est que c'est la même chose que la question du concept en allemand, du Begriff, c'est-à-dire qu'il y a prendre aussi dedans, et que je voulais sortir de ça. Et qu'effectivement, j'ai gardé le mot élucidation parce que je l'aime probablement bien, mais qui ne dit pas exactement ce que je veux dire. Parce qu'effectivement, il y a ce problème de mettre à la lumière quelque chose qui ne m'intéresse pas au sens propre. Il faudrait soit trouver un autre mot, soit... La question, c'est que ce que j'entends par élucidation, c'est pas une compréhension en forme conceptuelle, c'est pas une mise en lumière de quelque chose, c'est simplement la possibilité, ce serait la possibilité de faire en sorte que nous puissions faire adhérer nos modes d'existence à celui du monde. Ce serait ça, ma question, ce que j'appelle l'élucidation. Alors, si, non, en fait, non. Ça ne peut pas être le Sein-Lassen d'Heidegger. C'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, c'est pas exactement ça, parce que je le comprends dans la théorie d'Heidegger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça passe par cette saisie ou cette compréhension, je ne sais pas quel terme utiliser encore aujourd'hui, de cette manière si particulière que nous avons pour exister, de saisir les choses. Nous n'existons pas autrement qu'en saisissant. J'ai besoin en permanence de saisir de l'eau, de la nourriture, des éléments, un nombre incalculable de choses sans lequel il n'y a pas d'existence possible. Et que ce n'est pas simplement un laisser-être. C'est la nécessité d'une conscience de ce qui est en train de s'opérer à ce moment-là. Je ne sais pas si j'arrive à répondre. Il y a un degré de conscience dans ça. Et que
pour moi, il y a une nécessité en fait à interpréter de manière de plus en plus radicale, d'interpréter. Peut-être qu'en fait, il faudrait simplement que j'utilise le mot interpréter, mais d'interpréter cette saisie en fait et les conséquences de cette saisie, et de le poser en fait comme étant le fondement quasiment radical de ce qu'est la métaphysique. La seule métaphysique, c'est d'essayer de comprendre que il n'y a pas d'existence sans saisie, sans prélèvement. J'ai à peu près répondu ou pas? J'arrive, Martin. Oui, mais je me disais que peut-être dans le choix de l'attitude de laisser être, Oui. il y a l'élément de conscience qu'il vous faut. Alors Voilà. peut-être qu'il faudrait redéterminer cette question d'un élément de conscience dans le laisser être. Oui, peut-être. Parce que c'est un choix de laisser. Oui, c'est un choix, bien sûr. Et donc, il y a une conscience derrière. Ouais. Pour le moment, là où j'en suis encore dans le cheminement, c'est que je ne cesse de revenir en fait à une tentative de traduction et de compréhension de cette espèce de formule extrêmement archaïque et qui est une forme de hantise, qui est celle qui est une des formules de Parménide, qui est le kretolegen tonoen theon ememai. C'est-à-dire, c'est quoi pourquoi il est besoin d'un legain et pourquoi il a besoin d'un noyen? Et que moi, généralement, je traduis par pour que l'être soit, il est besoin de saisir et de stocker. C'est comme ça que j'arrive à traduire. Je sais que c'est tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que j'essaie de faire. Et pour le moment, j'essaye de comprendre cette question-là. Et à la fois pourquoi la philosophie s'en est si peu occupée et pourquoi on est dans une situation si douloureusement dramatique à l'interprétation de la manière dont on prélève le monde, de la manière dont on stocke ces prélèvements. Et donc après, peut-être que je reviendrai sur un Zeinleisen et sur un... J'y arriverai peut-être. Et pour le moment, Merci beaucoup en tout cas. Attends, il y avait Martin qui avait une question. Et après, il est quelle heure là? Ok, et après je laisse la parole à Margot parce que... Non, mais enfin, ce qui est intéressant, moi je vois très bien ce dont tu parles avec cette question de traces, en fait, tu y viens d'une manière philosophique, mais finalement, moi je pensais beaucoup pendant que tu parlais à ce qu'un historien comme Kenneth Pomerance a appelé les hectares fantômes, c'est-à-dire en regardant le 19e siècle anglais, que le territoire de l'anglais moyen, en fait, correspondait, pour qu'il puisse vivre, il dépendait de tous ces hectares fantômes comme des membres fantômes, parce que d'abord, il y avait une colonisation de l'espace. Les biens de l'anglais moyen venaient de l'Inde, venaient de tous les pays de l'Empire britannique. Une colonisation du temps également, puisqu'il utilisait la puissance des énergies fossiles, qui est donc vraiment une espèce d'accumulation, de concentration d'énergie qui ont été captées pendant des centaines de milliers d'années. Donc ça je crois que en tout cas d'un point de vue historique, arriver à la notion d'hectare fantôme, je pense que ça pourrait être tout à fait la manière d'en parler. Ce que je saisis pas dans ce que tu es en train de faire, c'est le rapport à l'image qui en résulte, puisque j'étais pas sûr pendant que tu parlais que on n'est pas du tout obligé de parler tout le temps d'image. Là, c'est juste, je viens là comme en disant que c'est un mode par défaut quand je viens à l'ENSP, mais on peut parler par plein d'autres registres. Quel est ce rapport à l'image? Parce que c'est le rapport d'être en tant que saisie et stockage. Tu as raison. Enfin, ça, c'est la question de la footprint, c'est la question de. Là, je vais te faire une réponse extrêmement simple. Le rapport à l'image, il est dans cette question que depuis le début. En fait, quand on saisit un élément du monde, en fait, on le transforme en quelque chose. Et on le transforme en un mode de représentation. Voilà. Et à partir de ça, l'image commence à ce niveau-là. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce stock des représentations? Voilà. Et que la fondation de cette représentation, la fondation de cette fabrique, que ce soit un théorème, que ce soit ce que tu veux, etc., elle provient, à mon sens, d'une brutalité d'une brutalité générée sur le monde. Et à partir de ça, qu'est-ce que je fais de cette image? Qu'est-ce que je fais de ce rendu visible? Le rendu visible qui puisse passer par le langage verbal, par un nombre incalculable de choses. Qu'est-ce que je fais de cette visibilisation? Voilà. Et qu'on peut parler, alors on pourrait, ce que tu dis sur les hectares fantômes, on peut très bien le comprendre, exactement la même chose, puisque les Anglais qui le font sur le concept de nomos chez les Grecs. Il y a une très longue tradition de cette question-là et qui est assez précise. Mais voilà, sur la question de l'image, oui, je répondrai simplement par ça. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce mode si particulier d'existence que nous avons,
qui est de rendre visible en permanence, de visibiliser les choses. Voilà. Rapide, et après je passe la parole à Margot parce qu'on va être vraiment foutu dehors par l'école. Okay. Juste une petite question, parce que pour moi, rendre visible, ça peut être quelque chose comme reconnaissance. Et si on parle de reconnaissance, de reconnaître et reconnaître les images, on commençait de parler de l'intelligence artificielle. Et la reconnaissance de les images, qui est de la reconnaissance qui peut nous traduire par qui peut nous comment dire, qui peut which can take us to the place of a prélèvement. Prélèvement, ouais. Yeah. Mais ça, c'est toute une seconde partie sur laquelle il faudrait discuter. C'est que cette question, c'est toute une problématique. L'année dernière, j'avais invité Emmanuel Aloha, qui avait travaillé sur ces questions, qui avait beaucoup discuté dans sa conférence sur ça. C'est quelle est cette condition si particulière que nous avons aujourd'hui, à la fois de vouloir rendre visible tout, et à la fois aujourd'hui, politiquement, de devoir devenir invisible pour pouvoir échapper aux formes de calculabilité, aux formes d'intelligence artificielle, aux formes de contrôle en permanence. Et ça, c'est une sorte de nouvel écueil qui s'ouvre pour nous, un écueil compliqué. C'est à la fois comprendre pourquoi nous devons visibiliser, rendre visible le monde, et à la fois, en même temps, pourquoi il faut politiquement que nous devenions de plus en plus invisibles. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué. Mais ça, on avait fait déjà un colloque là-dessus l'an dernier, et donc il faudra évidemment revenir sur cette espèce de paradoxe très étrange, entre rendre visible et échapper à la visibilité.